Le collaborateur de CBS News, David Baker, expert en droit électoral et fondateur du Center for Election Innovation and Research, est intervenu pour discuter des contestations judiciaires du président et de la manière dont elles pourraient fonctionner. Nous avions parlé avec Ryan de ces contestations judiciaires, mais nous n'avions vu aucune preuve. D'un point de vue juridique, je ne vois pas comment tout cela peut tenir. Dans l'univers de Trump, les preuves semblent souvent arriver après la conférence de presse, généralement par la route panoramique. Il n'y a vraiment aucune stratégie cohérente et rien dans tout cela n'est vraiment normal. Ce que nous voyons en ce moment, c'est la campagne Trump qui improvise des conférences de presse et lance des accusations extravagantes et sans fondement dans des stationnements. Et ce n'est tout simplement pas comme cela qu'un litige se mène. Quand on a un dossier, on rassemble d'abord les faits, puis on dépose le recours, et c'est ce qui avait été fait en Floride en 2000, où 2 équipes d'avocats très compétentes s'étaient rendues sur place pour accumuler les faits et plaider cela dans le temps. Ce que nous avons ici, ce sont des affirmations extravagantes, puis une ligne téléphonique mise en place pour essayer d'obtenir, après coup, des informations censées appuyer ces affirmations. Il faut se rappeler que la majorité a voté il y a des semaines. Le jour de l'élection, c'était il y a 6 jours, et nous n'avons toujours entendu aucun fait qui appuie la moindre allégation de fraude systémique ou de problème quelconque. En fait, il s'agit de l'une des élections les plus fluides. Il est important de le souligner. C'est le problème quand on gouverne par le spectacle. La caméra arrive à l'heure. La preuve, elle, rate généralement son vol. Sur la question de l'échéancier, le 8 décembre est la date à laquelle les grands électeurs des 50 États sont censés avoir certifié leurs résultats. Je pense que les tribunaux ont traité ces dossiers très correctement et très rapidement. Ce que nous voyons en ce moment, c'est essentiellement que la campagne Trump a perdu chaque fois qu'elle s'est présentée devant les tribunaux. Elle continue pourtant de le faire. Il pourrait y avoir d'autres poursuites déposées aujourd'hui. Je suis prudemment optimiste quant au fait que les tribunaux vont continuer d'agir avec diligence dans ce dossier et permettre aux États d'avancer vers leurs échéances de certification, dont plusieurs tombent cette semaine. D'accord, donc Trump contrôle la Maison-Blanche, les républicains contrôlent la Chambre, les républicains contrôlent le Sénat, il a tout. Tous les leviers du pouvoir législatif fédéral. La présidence, les 2 chambres, la position politique la plus dominante qu'un président républicain ait occupée depuis des décennies. Et il a quand même perdu. Pas à cause des démocrates, pas à cause des tribunaux, pas à cause d'une manœuvre procédurale que personne n'avait vu venir. Il a perdu parce que 60 sénateurs ont regardé son paquet législatif d'urgence et ont dit non, à la dernière minute, à l'ultime étape procédurale. Juste avant que le projet de loi puisse passer au vote final, 60 sénateurs ont utilisé la règle de clôture du Sénat. La règle qui exige 60 voix pour mettre fin au débat et faire avancer une mesure législative. La même règle que Trump exige depuis des années que les républicains éliminent. La même règle à propos de laquelle les dirigeants de son propre parti répètent qu'ils ne sont même pas prêts d'avoir assez de voix pour s'en débarrasser. Cette règle a tué son projet de loi. Avec des démocrates unis et une poignée de républicains refusant de traverser la ligne, le vote a échoué. Le paquet est mort à l'étape de la clôture, avec environ 50 voix républicaines alignées, mais pas 60. C'est un moment embarrassant, quand le discours de vente promet un bulldozer et que le décompte des voix produit une porte verrouillée. Voyons, il faut comprendre ce que cela signifie concrètement. Le parti de Trump contrôle le Sénat. Il a la majorité. Mais la majorité au Sénat ne suffit pas pour la plupart des lois à cause de la règle de clôture. Il en faut 60. Pas 50 et 1. 60. Et pour arriver à 60, il faut soit tous les républicains plus 9 démocrates, soit n'importe quelle combinaison qui totalise 60, peu importe les lignes de parti. Trump n'a pas réussi à y arriver, son paquet d'urgence avait environ 50 voix républicaines, il est mort à 10 voix du seuil dont il avait besoin pour avancer. Vous vous rendez compte ? Un président qui contrôle la Maison-Blanche et les 2 chambres du Congrès
incapable de faire adopter une priorité législative phare à l'ultime étape procédurale, parce qu'il n'a pas pu obtenir 10 voix de plus. C'est pas un résultat serré, c'est un échec précis et documenté à faire avancer une mesure législative que son propre parti était censé livrer. Et voici ce qui rend cela particulièrement cinglant. Trump passe depuis des années son temps à fulminer contre la règle des 60 voix en la qualifiant de système truqué, en exigeant que les républicains abolissent l'obstruction parlementaire pour que de simples majorités puissent adopter des lois, en affirmant que cette règle est ce qui se dresse entre son programme et les résultats. Et les dirigeants du Sénat, dans son propre camp, lui disent depuis tout ce temps « Nous n'avons pas les voix pour abolir la règle. Nous n'en sommes même pas proches. » Trump est donc pris dans un piège très précis. La règle des 60 voix bloque son programme. Éliminer la règle des 60 voix exige 60 voix qu'il n'a pas. Il ne peut pas contourner le mur et il ne peut pas l'abattre. Et ce mur continue d'arrêter ses plus grandes priorités législatives. Pour un mouvement qui vend sa force toutes les 15 minutes, se retrouver piégé par l'arithmétique n'est pas une image de marque idéale. C'est saisissant parce que l'image de Trump comme quelqu'un qui obtient des résultats, qui force les choses par sa seule volonté et sa domination politique, se heurte de plein fouet à la réalité mathématique très précise du Sénat des États-Unis. On peut gagner des élections, contrôler des chambres, avoir la présidence, avoir le mandat, avoir l'énergie, avoir la base, et tout de même se retrouver à 10 voix du seuil procédural qui permet à une loi d'avancer. C'est le système constitutionnel américain qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu, créer de la friction, exiger la construction de coalitions, imposer ce large consensus que représentent 60 sénateurs sur 100. Et Trump, qui a bâti toute sa marque politique sur l'idée d'aller vite et d'imposer des résultats, continue de se heurter à une institution conçue précisément pour ralentir les choses et exiger un accord plus large que ce qu'une simple majorité peut fournir. La réaction de stupeur est la réaction authentique. Non pas parce que la règle de clôture est nouvelle, non pas parce que Trump ne savait pas qu'elle existait, mais parce que l'incapacité d'obtenir 60 voix, même quand votre parti contrôle la Chambre, est une démonstration visible et précise que la domination politique projetée par la marque ne se traduit pas en domination législative suffisante pour faire passer le programme. Donc dans cette vidéo, je vais passer à travers tout cela. Ce qu'est la règle de clôture et pourquoi elle est si difficile à éliminer. Ce que l'échec des 60 voix révèle sur l'état de la coalition de Trump au Sénat. Pourquoi des sénateurs républicains refusent de le suivre sur certaines priorités législatives, et ce que ce schéma d'obstacles institutionnels signifie pour un programme construit sur l'hypothèse de la domination. Parce que tout contrôler et perdre quand même, c'est un type bien particulier d'histoire politique. Et cela continue de se produire. Allons-y. D'accord. Alors laissez-moi commencer par la règle de clôture, parce que il est essentiel de comprendre exactement comment elle fonctionne, pour comprendre pourquoi 50 voix ne suffisent pas et pourquoi atteindre 60 est structurellement si difficile. Le Sénat fonctionne sur un principe de débat illimité. Tout sénateur peut parler aussi longtemps qu'il le veut sur n'importe quel sujet. C'est voulu. Le Sénat a été pensé comme la chambre la plus délibérative, celle où les enjeux reçoivent un examen complet et où les voix minoritaires ne peuvent pas simplement être écrasées par les majorités numériques. Mais le débat illimité peut servir à empêcher qu'un vote ait lieu. Si les sénateurs qui s'opposent à un projet de loi continuent simplement à parler, le projet de loi n'arrive jamais au vote final. C'est ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire. Pour mettre fin à l'obstruction et passer au vote final, le Sénat exige un vote de clôture. La clôture exige que 60 sénateurs votent en faveur de la fin du débat. Pas une majorité, pas 51. 60. Cela veut dire que pour la plupart des grandes mesures législatives, le seuil réel pour faire adopter quoi que ce soit n'est pas de 50 et un voix au vote final. Il est de 60 voix à la clôture. Il faut atteindre 60 avant même de pouvoir arriver au vote final où 51 suffisent. Washington a encore quelques vieux mécanismes qui ne plient pas simplement parce que le micro devient plus fort.
Les républicains détiennent actuellement la majorité au Sénat, mais cette majorité n'est pas de 60. Ce qui veut dire que pour tout projet de loi auquel les démocrates s'opposent de façon unie, les républicains ont besoin de quelque part entre 0 et 9 voix démocrates de passage, selon la taille de leur propre caucus. Pour le paquet législatif d'urgence de Trump, le total était d'environ 50 voix républicaines. Opposition démocrate unie, et pas assez de sénateurs à tendance républicaine prêts à fournir les 10 voix supplémentaires nécessaires. Le projet de loi est mort, pas au vote final. À la porte procédurale qui exige 60 clés pour s'ouvrir. Maintenant, laissez-moi parler de la raison pour laquelle Trump ne peut pas simplement abolir l'obstruction parlementaire, parce que c'est le piège précis dans lequel il se trouve. L'abolition de l'obstruction parlementaire exige un changement aux règles du Sénat. Les changements de règles du Sénat exigent un vote majoritaire, potentiellement seulement 50, et un voix avec le vice-président qui tranche en cas d'égalité. Donc, en théorie, les républicains ont assez de voix pour abolir l'exigence de clôture et permettre qu'une loi soit adoptée à la majorité simple. Mais abolir l'obstruction parlementaire n'est pas seulement une question de procédure, c'est une question sur ce qu'est le Sénat. Les sénateurs républicains qui siègent depuis des décennies comprennent que le parti au pouvoir change. Qu'une règle du Sénat, abolissant l'obstruction aujourd'hui, deviendra la règle que les démocrates utiliseront lorsqu'ils seront majoritaires. Que toute protection dont la minorité bénéficie aujourd'hui grâce au seuil des 60 voix disparaîtra lorsque les rôles seront inversés. Voilà pourquoi les dirigeants du Sénat répètent à Trump qu'ils ne sont même pas prêts d'avoir les voix nécessaires pour abolir l'obstruction parlementaire. Non pas parce qu'ils ne veulent pas que le programme de Trump passe, mais parce que des sénateurs républicains, individuellement, calculent à quoi ressemblera le Sénat lorsqu'ils seront dans la minorité. Et ils ne veulent pas être ceux qui auront donné aux démocrates la capacité de faire passer n'importe quoi avec 51 voix. La révolution est toujours à la mode jusqu'au moment où les sénateurs imaginent que l'autre parti hérite de la machine. Là, soudainement, tout le monde redécouvre la poésie constitutionnelle. Trump est pris entre deux impossibilités mathématiques. Il ne peut pas obtenir 60 voix pour faire passer sa législation par le processus de clôture. Il ne peut pas obtenir assez de voix républicaines pour éliminer l'exigence des 60 voix. Donc, il ne peut pas faire passer sa législation. Et c'est pas un nouveau problème. C'est une caractéristique récurrente de son deuxième mandat, la War Powers Resolution. Le mur des 60 voix sur les priorités législatives. Le compte précis de 47 sénateurs prêts à voter contre son autorité militaire sans contrôle sur l'Iran. Chacun de ces éléments démontre la même réalité sous-jacente. Le contrôle républicain du Sénat donne beaucoup à Trump, mais il ne lui donne pas 60 voix sur quoi que ce soit, à quoi les démocrates s'opposent de manière unie et sur quoi certains républicains ont des réserves. Maintenant, laissez-moi parler des sénateurs républicains qui ont refusé de traverser la ligne parce que la dynamique précise de leur maintien sous les 60 voix révèle quelque chose d'important sur l'état de la coalition de Trump. Les sénateurs qui auraient dû fournir les voix républicaines de passage vers les 60 appartiennent à une catégorie bien précise. Soit ils ont réellement des positions politiques différentes de celles de Trump sur cette législation particulière, soit ils représentent des États où cette législation est assez impopulaire pour que voter en sa faveur crée un risque électoral, soit ils ont des préoccupations institutionnelles quant au précédent que cette législation établirait. Ces trois dynamiques sont présentes dans le Sénat actuel. Sur le plan des politiques publiques, j'ai documenté tout au long de cette série l'existence d'un bloc de 47 voix qui a démontré sa volonté de voter contre Trump sur les pouvoirs de guerre. Ce bloc n'est pas apparu de nulle part. Il représente des sénateurs qui ont des positions politiques précises sur l'autorité de l'exécutif et les prérogatives du Congrès, positions qui diffèrent de ce qu'exige Trump. Sur le plan électoral, le bain de sang au Texas, que j'ai documenté, a montré un basculement de 30 points dans une circonscription républicaine pourtant considérée comme sûre. Les sénateurs républicains d'États compétitifs ou d'États dont la démographie évolue font le même calcul. Ils se demandent qu'est-ce que le fait de voter pour le paquet législatif d'urgence de Trump fait à ma position électorale dans un contexte 2026 ou 2028 où des basculements de 30 points sont possibles. Sur le plan institutionnel,
J'ai documenté la tendance des tribunaux à faire preuve de scepticisme face aux actions exécutives extrêmes. Des sénateurs qui regardent les tribunaux bloquer des revendications de pouvoir d'urgence, rejeter des interprétations statutaires extrêmes et appliquer la doctrine des questions majeures à de vastes actions exécutives se demandent si l'adoption d'une législation fondée sur des théories semblables ne produira pas simplement davantage de défaites judiciaires et davantage de dommages à leur crédibilité. Il s'avère que tous les sénateurs ne sont pas pressés de traiter un slogan de campagne comme un plan de gouvernement dont les notes de bas de page seraient ajoutées plus tard. Tous ces calculs produisent des sénateurs qui ne franchiront pas la ligne des 60 voix. Pas tous, pas dans toutes les circonstances, mais suffisamment pour que le seuil des 60 voix continue de ne pas être atteint. Et voici la portée politique plus large qui fait de cette affaire autre chose qu'une simple histoire de procédure. La théorie de gouvernement de Trump, c'est qu'il a remporté un mandat, que l'élection de 2024 lui a donné la permission d'aller vite et d'appliquer son programme de façon agressive, que quiconque se met en travers bloque la volonté démocratique du peuple. Le mur des 60 voix est le mécanisme constitutionnel précis qui dit « Gagner une élection vous donne un pouvoir important, mais pas un pouvoir illimité ». Que le Sénat a été conçu précisément pour exiger un consensus plus large que ce qu'une élection peut fournir. Que ce mandat comporte des limites intégrées à la structure constitutionnelle. Trump peut affirmer que le système est truqué, exiger des changements de règles, menacer de soutenir des candidatures contre les sénateurs qui refusent de le suivre, mais le mur est toujours là, exige toujours 60 voix, bloque toujours une législation incapable de bâtir la coalition que cette règle exige. D'accord, alors 4 points. Laissez-moi conclure cela proprement. Point 1. Tout contrôler ne veut pas dire tout faire adopter. Voici la leçon précise que l'échec des 60 voit en scène sur le fonctionnement réel du gouvernement américain. Gagner la présidence et les 2 chambres du Congrès confèrent une puissance énorme. Cela signifie le contrôle des agences exécutives, le contrôle du programme législatif de la Chambre, le contrôle des affectations en comité au Sénat et de l'ordre du jour au Sénat, le contrôle des nominations judiciaires. Une puissance énorme. Mais cela ne veut pas dire 60 voix au Sénat pour chaque projet de loi, parce que les majorités au Sénat ne sont généralement pas de 60, et la règle de clôture exige 60 voix pour que la plupart des mesures législatives avancent. C'est une caractéristique du système constitutionnel, pas un défaut. Les fondateurs ont expressément conçu le Sénat comme un frein à la règle de la majorité simple. La règle de clôture, bien qu'elle soit un développement parlementaire plus récent, est devenue un prolongement de ce frein en exigeant un large consensus plutôt qu'une simple majorité pour les grandes lois. L'équipe de vente continue d'appeler cela un élan irrésistible, l'institution continue d'appeler cela un mardi. La théorie de gouvernement de Trump considère les défaites de mi-mandat et les candidatures concurrentes lors des primaires comme les principaux freins à son pouvoir. La mécanique constitutionnelle, elle, serait quelque chose à contourner ou à éliminer. Mais le mur des 60 voix ne peut pas être contourné sans abolir l'obstruction parlementaire. Et l'obstruction parlementaire ne peut pas être abolie sans les sénateurs républicains qui refusent de voter pour son abolition. Tout contrôler et tout de même échouer à 10 voix près. C'est le système constitutionnel qui fonctionne comme prévu. Point 2. Le piège de l'abolition de l'obstruction parlementaire est auto-verrouillé. Voici le piège mathématique précis qui rend la situation de la clôture permanente, à moins d'un changement fondamental des règles du Sénat. Pour faire adopter une loi, il faut 60 voix. Pour éliminer l'exigence des 60 voix, il faut une majorité, mais il faut aussi que des sénateurs individuellement soient prêts à voter pour cela. Les sénateurs républicains qui siègent depuis assez longtemps pour réfléchir au scénario où leur parti se retrouve dans la minorité ne voteront pas pour abolir l'obstruction parlementaire parce qu'ils ne veulent pas voir les démocrates utiliser la règle de la majorité simple contre eux lorsque les rôles seront inversés. Les calculs individuels de ces sénateurs créent un piège auto-verrouillé. L'obstruction parlementaire bloque le programme de Trump. L'abolir exigerait
que des sénateurs qui bénéficient de l'obstruction lorsqu'ils sont dans la minorité votent contre leur propre intérêt institutionnel. Ils ne le feront pas. Les dirigeants du Sénat l'ont confirmé. Ils sont même pas prêts d'avoir les voix. Donc, Trump est durablement limité sur toute législation qui exige 60 voix, à moins qu'il puisse construire des coalitions qui atteignent 60, et il ne peut pas construire ses coalitions sur les projets de loi les plus centraux pour son programme, parce que ce sont précisément ceux sur lesquels l'unité démocrate est la plus forte et où les voix républicaines de passage sont les plus rares. Le piège est auto-verrouillé et il va continuer de produire le même résultat. Le mur est particulièrement impoli parce qu'il se moque complètement de l'image de marque, du volume sonore ou du nombre de fois où quelqu'un prononce le mot mandat à la télévision. Point 3, chaque échec législatif alimente le récit du système truqué sans pouvoir livrer les résultats. Voici la dynamique politique précise qui rend les échecs répétés des 60 voix de plus en plus coûteux. On a promis des résultats à la base de Trump. L'élection a été gagnée, tout était censé changer, les lois qu'il voulait étaient censées être adoptées, le programme était censé être livré. Chaque fois que le mur des 60 voix bloque une priorité législative phare, les résultats n'arrivent pas, les promesses ne sont pas tenues, le programme n'est pas livré. La réponse de Trump consiste à dire à sa base que le système est truqué, que l'obstruction parlementaire est un outil de l'État profond, que les sénateurs républicains qui refusent de voter pour son abolition sont des traîtres ou des lâches, mais cette réponse a une durée de vie limitée. À un certain moment, l'explication par le système truqué cesse de satisfaire une base à qui l'on avait promis des résultats et qui ne les obtient pas. À un certain moment, j'aurais livré, mais le système m'en a empêché, commence à ressembler à une excuse plutôt qu'à une explication. Le bain de sang au Texas a montré que des électeurs républicains de la base peuvent s'abstenir lorsqu'ils sont déçus. Une base à qui l'on répète que le programme ne peut pas être livré à cause de règles sénatoriales truquées est une base dont l'enthousiasme électoral est mis à l'épreuve à chaque échec. On ne peut pas vendre une défaite procédurale comme une trahison héroïque qu'un certain nombre de fois avant que même les publics les plus fidèles commencent à vérifier la facture. Point 4. Le mur des 60 voix est le système constitutionnel en train de faire son travail. Voici le fond absolu de l'affaire. J'ai documenté tout au long de cette série chaque dimension de la pression de reddition de comptes qui s'accumule autour de cette présidence. Des tribunaux qui bloquent les excès de l'exécutif, la décision sur les tarifs douaniers qui retire une autorité économique, le jugement pour fraude qui confirme une fausse représentation systématique, la révolte du Sénat sur les pouvoirs de guerre, le bain de sang au Texas qui montre des conséquences électorales, l'humiliation Epstein par 427 contre 1, l'effondrement de crédibilité du Department of Justice, la doctrine de l'article 2, en train d'être construite contre les prétentions présidentielles illimitées. Chacun de ses fils montre le système constitutionnel en train de faire ce pourquoi il a été conçu. Contrôler, équilibrer, exiger un consensus plus large que ce qu'une victoire électorale individuelle peut fournir. Le mur des 60 voix est la version législative de la même histoire. Un président qui contrôle tout découvre que contrôler tout ne veut pas dire tout obtenir, que le Sénat a été conçu précisément pour exiger la construction de coalitions au-delà de ce que fournissent les majorités partisanes, que j'ai gagné n'est pas la même chose que je peux faire adopter n'importe quoi. Trump est sidéré parce que sa marque repose sur la domination, sur l'idée de ne pas être arrêté, sur l'imposition de résultats par la seule volonté politique. Or, un décompte procédural à 60 ne se déplace pas sous l'effet de la volonté politique. Il se déplace sous l'effet des mathématiques, et les mathématiques ne réagissent ni au rassemblement, ni aux publications sur les réseaux sociaux, ni aux menaces de primaire. 10 voix de moins qu'il ne le fallait sur une priorité phare, malgré le contrôle de tout. Le système a fonctionné exactement comme prévu, et l'homme qui répète à ses partisans que le système est truqué devient maintenant l'exemple précis de la raison pour laquelle le système a été conçu de cette manière, pour arrêter exactement cela. Un président qui croit qu'une victoire électorale signifie une autorité illimitée pour appliquer son programme, peu importe le nombre de sénateurs prêts à le suivre.
60 sénateurs ont dit non, à la dernière minute, au président le plus puissant d'une génération, et la Constitution ne s'en excuse pas. L'ironie est presque architecturale. Un mouvement bâti sur la promesse de la force brute continue de découvrir que les institutions ont été construites avec des portes, des charnières, des freins et des règles de comptage pour une raison. Dans la prochaine vidéo, je vais rassembler chacun des fils de toute cette série, le mur des 60 voix, l'humiliation Epstein, le prêt fantôme, le jugement pour fraude, l'effondrement du Department of Justice, l'affrontement sur l'article 2, la décision sur les tarifs douaniers, le bain de sang au Texas, la révolte du Sénat, le discours au Canada, chaque fil, un portrait complet, tout relié, toute l'histoire. C'est la vidéo vers laquelle toute cette série avançait. Soyez là.